ma femme aimait chanter. Je connaissais donc ce poème par cœur. En me rappelant les paroles ce matin, j'entendais bizarrement la voix de ma femme le chanter. Si je me trouve face à toi, je te raconterai mon chagrin point par point, mot par mot. Pour contempler ton visage, j'ai erré partout comme le vent, rue par rue, maison par maison, porte par porte. La séparation a fait couler du sang de mes yeux, fleuve par fleuve, source par source, ruisseau par ruisseau. Mon cœur chagriné a tissé ton amour sur l'étoffe de mon âme, fil par fil, chaîne par chaîne, trame par trame. گر به تو افتادم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو از پی دیدن رخت همچو صبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو بی رود از فراق تو خون دل است و دیدم دجله به دجله‌ام بیم چشمه به چشمه جو به جو Et dire que j'évitais de répondre aux élèves qui me demandaient si je connaissais l'auteur de ces mots. Elles avaient sûrement entendu des choses sur la poétesse et voulaient les vérifier. Je me contentais d'avancer des non-réponses, celles qu'on sert quand on ne veut justement pas répondre. Je me suis rappelé d'ailleurs ce matin de la phrase qui m'avait paru la plus convaincante et que je reprenais à chaque fois. La poésie persane déborde de ce genre de morceaux. Et j'ajoutais avec un sourire que je n'étais pas professeur de littérature, mais d'histoire. La chose nouvelle est que je trouve désormais cette réponse ridicule. En plus, je vois bien qu'il n'était pas impossible de faire autrement. Vous direz sûrement, à quoi bon cet exercice? À quoi bon ressasser ces questions-réponses dans ma tête alors qu'en réalité, les élèves qui tenaient à obtenir une réponse allaient probablement poursuivre leurs recherches ailleurs. Le plus important n'était-il pas de ne pas leur avoir donné une fausse réponse, de ne pas les avoir envoyés sur une fausse piste? Vous allez peut-être insinuer que je me lance dans ce jeu d'imagination pour atténuer ma mauvaise conscience, alors qu'il est plus rationnel d'insister sur le fait que ma réaction était adéquate à ma condition, et basta. J'avoue avoir essayé de m'en convaincre pour battre en brèche cette terrible obsession envahissante, sans succès, hélas. Alors plutôt que de tourner le dos à ces questions qui me hantent, je me suis dit qu'il fallait peut-être leur faire face. Plutôt que de chasser les souvenirs qui me mettent si mal à l'aise, je devais peut-être les prendre à bras le corps. J'ai convenu qu'il faudrait en passer par là pour juger avec justesse de ce que j'avais fait et mettre un terme à ce procès interne qui me perturbe autant. Voilà l'objet de mes cogitations pendant ces longues heures au lit et un sommeil trop court. Et résultat, je vois clairement qu'au cours de toutes ces années, j'aurais eu le moyen d'amener Tahéré dans mes cours sans courir de grands dangers. Tenez, je vais vous présenter le contenu de ce cours
et vous prouvez en même temps le sérieux de ma démonstration. Le premier fait est que je pouvais présenter la courte vie de Tahereh comme le prélude de la révolution constitutionnelle du début du XXe siècle. Elle est née vers 1817 et fut assassinée aux alentours de 1852. La guerre contre la charia qui a mené Tahereh à la mort était aussi une question très présente dans cette révolution. Et comme la version tronquée de ces événements fait partie du programme officiel d'histoire, j'aurais pu en user pour parler de Tahereh, au moins un peu. Je vois à présent que j'aurais même pu en parler amplement en mentionnant les récits que les gens du pouvoir font circuler sur elle. Une femme démoniaque, à qui un mari ne suffisait pas, qui a passé un pacte avec les ennemis de la loi sacrée qu'est la charia. Tahereh participait à ce fameux mouvement initié par un dénommé Bab, qui proclama la fin de la charia. Ce même Bab qui a donné à la poétesse le nom de Tahereh, la pure. De sa famille, elle avait reçu les prénoms de Fatima Oumé Salmé et Zarintaj. Je m'amusais souvent à demander à mes élèves si elles connaissaient la signification de leurs prénoms et les raisons pour lesquelles leurs parents l'avaient choisi, ce qui les faisait parler de leur vie. Ne trouvez-vous pas extraordinaire que la destinée de la poétesse rebelle se dévoile entièrement dans les deux noms qu'elle reçoit dans la dernière partie de sa vie? Exactement comme une étoile filante, elle explose de son énergie lumineuse avant de disparaître. Rien qu'à y penser, son étrange vie file comme une flèche sous mes yeux. Je vois Fatemeh, enfant, prendre des leçons de littérature persane et arabe auprès de sa mère Aménée, avant d'aller écouter derrière un rideau les cours de son père, le mollah Mohammad Saleh Baragani. Cet homme, membre du haut clergé chiite et fondateur d'une école prestigieuse à Razvin, il avait autorisé l'accès au savoir à ses deux filles. Et l'attrait de Fatemeh pour le savoir était immense. Je la vois adolescente prendre la parole derrière le rideau pour discuter avec des garçons suivant les mêmes cours. Je la vois adulte donner à son tour des leçons et répondre aux questions de l'auditoire. Cette fois-ci, ce sont les hommes qui se trouvent derrière le rideau pour écouter la jeune savante qu'on appelle désormais Kholat Olein, la lumière des yeux. Appellation que lui donne le maître Seyed Kazemé Rachdi, à la tête du cercle Chagrier, qui invitait à dépasser l'aspect superficiel des enseignements hérités et à découvrir leur dimension symbolique. La jeune femme avait choisi de suivre ce courant, et le nom qu'elle a reçu du maître dit à lui seul la haute place qu'elle avait gagnée, Kholat Olein, lumière des yeux, dont dépend la capacité de voir. Oui, elle avait gagné cette grande estime, et ce n'est donc pas un hasard si après le décès du maître, sur la proposition de son épouse, elle a repris ses cours. Cela se passait en Irak, et cette décision signifiait clairement la séparation de Tahereh avec sa famille, dans tous les sens du terme. Son père n'était nullement d'accord avec le maître que sa fille s'était choisi, et son oncle, qui était aussi son beau-père, lui-même, membre du haut clergé, le considérait comme un ennemi. Tahereh quitta définitivement le foyer familial, et on raconte que seule sa fille, la cadette de ses 3 enfants, vivait désormais avec elle. Je la vois aller en avant, à la manière du vent, en balayant peurs et chagrins pour tracer son propre horizon. Ni le mariage avec son cousin, l'année de ses 13-14 ans, ni ses maternités successives n'avaient pu la freiner dans sa quête. Elle lit, débat, cherche, rue par rue, maison par maison, porte par porte,
le visage aimé, la bouche qui dit la parole vraie, la parole juste. Et quelques années avant son assassinat, elle part annoncer elle-même cette parole. C'était à l'été 1848, lors de cette fameuse conférence à Bacht, que même les gens du Hezbollah disent historique. Tahiré, lumière des yeux,